Bonjour, je suis Seth Force, bienvenue dans Super Hero Web. Cette nouvelle émission, comme son nom l'indique, sera consacrée à la découverte ou redécouverte de certains aspects de l'univers des super-héros. Vous aurez l'occasion de voir et d'entendre les personnes les mieux informées pour parler des sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous accueillons un invité un peu spécial. Son expertise nous sera très utile pour mettre en lumière les zones obscures de nos personnages préférés. À toi, bonjour à vous. Souhaitez-vous en savoir plus sur les tenants et aboutissants de l'épisode Civil War? Êtes-vous intéressé pour savoir à quel point Superman a influencé les autres super-héros? Peut-être souhaitez-vous savoir quelles sont les femmes qui ont compté dans la vie du professeur Xavier? Vous êtes au bon endroit. Mais, afin de prendre les choses dans l'ordre, posons un peu les bases. Intéressons-nous à l'un des univers les plus connus où évoluent ces personnages hors du commun. L'univers Marvel. En 1939, les aventures de Namor the Submariner et The Human Torch nous sont racontées depuis déjà quelques mois lorsque Timely Comics décide de reprendre l'histoire de ces personnages à son compte. Rapidement vient s'ajouter un troisième personnage, Captain America. Nous allons voir comment ces trois icônes du Golden Age ont posé les bases de l'univers Marvel et des personnages qui seront créés par la suite. En particulier lors de la deuxième grande phase de création dans les années 60, le Silver Age. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur Captain America, puisqu'il est le plus connu. Rappelons juste qu'il s'agit du résultat d'une expérience scientifique visant à créer non pas un super-héros, mais un super-soldat, afin de contrer la montée du nazisme en Europe. Ouais, un super nazi pour certains. Parlons plutôt de Namor. Namor, sans être à proprement parler un extraterrestre, n'est pas non plus réellement humain. En effet, il est l'héritier d'une race antique, issue de l'humanité, mais liée à Neptune, le dieu des océans. Plus précisément, Namor est un hybride, puisque son père est humain. Mais, en tant que prince d'Atlantis, il se heurtera souvent violemment avec ceux de la surface. Human Torch, quant à lui, est un androïde, ou plus précisément, un synthézoïde. Une créature artificielle extrêmement évoluée, puisque le professeur Horton a réussi à donner à sa créature non seulement un corps, un esprit, mais aussi, d'après certains, une âme humaine. Ses pouvoirs, par contre, n'ont jamais été voulus par son créateur. Il s'agit d'une conséquence involontaire de sa conception. Rappelons-le pour mémoire, cet Human Torch, Jim Hammond, n'est pas celui qui officie actuellement au sein des Fantastic Four. J'aimerais intervenir sur Namor. Il appartient aussi à une autre catégorie. Ces petites ailettes ridicules qu'il a aux chevilles, ça lui vient ni de son père humain, ni de sa mère Atlante. Ce qui fait de lui un mutant, comme le plus sympathique des griffus de l'univers Marvel, ce qui explique qu'il va s'intéresser de près aux problèmes de l'école du professeur Xavier. Il va pas rester longtemps le seul mutant, puisque dès les années 40, les trois piliers de l'univers vont être rejoints par deux petits jeunes, à savoir Bucky, qui va être l'assistant de Captain America, et Toro, le compagnon de Human Torch, qui a les mêmes pouvoirs que lui, mais lui, c'est un mutant. Tout à fait. Et voici donc un petit tableau récapitulatif qui vous permettra de suivre les thèmes importants que recouvrent ces trois personnages. Captain America et la Torche humaine, comme nous venons de le voir, sont issus de deux démarches scientifiques. Ce processus aura tendance à se généraliser dans les années 60, en particulier en ce qui concerne l'apparition involontaire de pouvoirs, comme ce fut le cas pour la Torche humaine. Certes, Bruce Banner construit bel et bien la première bombe gamma, mais son intention n'a jamais été de s'exposer à ces radiations. Reed Richards construit la fusée qui l'emmène lui et ses compagnons dans l'espace, mais encore une fois, l'exposition aux radiations cosmiques est involontaire. Anthony Stark, bien qu'il fera le choix par la suite de continuer à porter l'armure d'Iron Man, construit son premier plastron pour sauvegarder sa vie. De plus, son armure lui sert pour échapper à ses tortionnaires. Quant à Peter Parker, bien qu'étudiant en sciences, il n'est nullement impliqué dans l'expérience sur l'araignée qu'il mordit. Ouais, enfin, pour Peter Parker, c'est plutôt le totem araignée, hein, une espèce d'esprit élémental, cosmique, qui lui a transmis ses pouvoirs. En guise d'accident, on voit mieux, hein, désolé. Vous n'êtes pas du tout désolé en fait. La suite. Homo supérieur. Si Namor est l'un des premiers mutants, ils arrivent en nombre en 1963 avec l'apparition des X-Men. Alors, que sont les mutants et d'où viennent-ils? Eh bien, les mutants sont les descendants directs de victimes de la science. Les parents des mutants ont été exposés à des substances dangereuses, mais sans que cela n'affecte leur organisme, comme ce fut le cas pour les héros de la science. Cependant, leur métabolisme s'en trouve irrémédiablement chamboulé. Cette transformation se cristallise dans leur descendance, ce qui nous donne des mutants aux apparences et pouvoirs extrêmement variés. Yep,
La mère de Sunfire a été touchée par les retombées d'Hiroshima. Les parents de Karma, c'était les armes biochimiques utilisées au Vietnam. Le père du Fauve a été victime d'un incident dans une centrale nucléaire. Et le père du professeur Xavier était chercheur en physique atomique. Et oui, et c'est pour ça que les mutants sont aussi appelés les enfants de l'atome. Les gènes louches. C'est aussi la raison pour laquelle les pouvoirs des mutants apparaissent de façon aléatoire, la plupart du temps à la faveur d'un moment stressant ou pendant l'adolescence. À l'adolescence, il y en a qui ont les poils qui poussent, d'autres, c'est les ailes. Si Namor n'a qu'un lien très éloigné avec Neptune, le dieu de la mythologie romaine, les choses vont rapidement changer. En 1962, Thor ouvre la voie à tout le panthéon des dieux nordiques. Par la suite, d'autres le rejoindront, Arès, Hercule, concernant les autres panthéons terrestres, mais aussi des personnes issues de royaumes plus obscurs, tels Méphisto. Nous voyons aussi arriver des humains capables de gérer ces menaces d'outre-monde. En 1963, le premier d'entre eux, qui reste le plus représentatif, le Docteur Strange, maître des arts mystiques. C'est dans les années 70 qu'a déferlé la vague mystique, avec tout un tas de personnages, disons, Zarbi, Ghost Rider, Demon Hellstorm, vous savez, le fils de Satan, Werewolf, Brother Vaudou, et pléthore d'autres vampires et créatures, voire même certains contes transylvaniens égarés. Faut croire que la mode était à l'horreur. Bien sûr, le monde avait déjà subi les incursions des hordes atlantes. Aussi, y avait-il déjà une certaine expérience du non-humain pour le badaud new-yorkais. Les choses prennent cependant une autre ampleur. En 1965, Galactus, emblème vivant des incursions extraterrestres, et son héros, le Silver Surfer, débarquent sur Terre. L'événement est réglé avec élégance. Et un annihilateur ultime. Et les retombées directes sont minimes. Cependant, il ouvre la voie à une multitude d'espèces aliens plus ou moins belliqueuses. Jusqu'ici, la Terre était à peu près aussi intéressante qu'un caca sur le trottoir. Et là, elle est devenue attractive comme un joyau étincelant. C'était la planète qui avait résisté, défié Galactus. C'est ainsi qu'en 1971 débute la guerre entre les Kree et les Skrulls. Marvel, capitaine de l'Empire Kree, est sur Terre depuis quelques mois. Il est recherché par Ronan l'Accusateur, actuel dirigeant de l'Empire Kree qui cherche à se venger de lui. Mais il est également traqué par les Skrulls, qui veulent lui soutirer une information capitale, le secret du projecteur Omni-Onde, l'arme la plus puissante des Kree. Les Skrulls ont pour but final l'invasion de la Terre. Ils vont jusqu'à infiltrer les hautes sphères de la politique terrestre afin de discréditer les Avengers. Ces derniers se trouvent pris entre plusieurs feux et doivent contrer les plans de l'ennemi tout en subissant la vindicte populaire. Ils réussissent finalement à secourir Marvel. Et c'est Rick Jones, un simple humain, qui fera pencher la balance du côté des héros terriens. Par la suite, les Kree, mais aussi les Shi'ar, les Spectres Noirs et bien d'autres races encore, essaieront de s'emparer de la Terre. L'incursion la plus importante sera menée une fois de plus par les Skrulls pendant l'épisode Secret Invasion. Ça c'était rock'n'roll. Je pense que Tony Stark il s'en souvient encore là. Oui, sinon ce petit humain, Rick Jones, ce serait pas mal de revenir sur son parcours avec tous les héros qu'il a côtoyés. Oui. On pourrait lui consacrer une émission spéciale, je suppose. C'est après la guerre entre les Kree et les Skrulls que s'est fondé le groupe des Illuminati. Rien à voir avec les amoureux des pyramides et des yeux. C'est un groupe secret qui originellement était constitué du Professeur X, de Red Richards, de Iron Man, de Flèche Noire, de Namor, du Docteur Strange. La Panthère Noire a refusé de se joindre à ce groupe parce que pour lui, il y a que le Wakanda qui compte. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à se battre contre une armée d'invasion alien? Les protagonistes de Civil War vous répondront sans doute avoir à se battre contre des amis de toujours. Comment en est-on arrivé là? Un groupe de jeunes justiciers tente d'arrêter des criminels en cavale. L'opération se passe mal. Des civils, dont de nombreux enfants, sont tués. Une loi est votée. Tous les méta-humains devront se faire enregistrer, révéler leur identité et s'enrôler dans une structure gérée par l'État sous peine de se voir emprisonnés. Un projet similaire avait déjà été présenté des années auparavant, visant à faire enregistrer les mutants en tant qu'un. Mais cette loi fut rejetée. Mais cette fois-ci, la loi est soutenue par des héros de renom. Il en sera donc autrement. Les amis de toujours s'affronteront donc en pleine rue pour défendre leur point de vue ou simplement pour échapper à la prison. Jessica Jones et Carol Danvers, Captain America et Dum Dum Dugan pour Iron Man, Reed Richards, Susan Storm. Et ce, jusqu'à ce que l'un des camps décide de déposer les armes.
C'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur cet événement, parce que des nouvelles du même acabit sont en train de nous arriver de l'univers 199 999. Du coup, il pourrait être intéressant de donner des informations sur le multivers et ses changements, et sur l'épisode Civil War. Je ne sais pas lequel nous devrions faire en premier. Ben, démerde-toi, hein, c'est toi le patron. Certes, eh bien, le temps d'y réfléchir, et le programme vous sera annoncé très prochainement. En attendant, hormis l'épisode Civil War, vous pourrez retrouver une grande partie des événements et des personnages dont nous avons parlé dans cette émission, dans l'album rétrospective Marvels. Près de 50 ans d'histoire, retracée de façon sublime par Mark Waid et Alex Ross. J'espère donc que cette émission vous aura un tant soit peu éclairé sur l'univers et les personnages de l'univers Marvel. N'hésitez pas à nous envoyer votre retour d'expérience dans l'espace prévu à cet effet, En gros, vous laissez un com en dessous, quoi. et à proposer des sujets que vous souhaiteriez voir traités ici même. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Bientôt. Ça vous intéresserait une place de consultant à temps complet? Au revoir. Comment tu payes?